Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, bienvenue dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Cette émission, qui a lieu les 2e et 4e mardis de chaque mois en direct à 14 h, a pour but de vous informer sur l'industrie nucléaire, fait plutôt rare sur les médias traditionnels. Nous sommes tous des cobayes de cette industrie et les victimes potentielles des catastrophes à venir. C'est pourquoi il est de notre devoir d'informer, de nous indigner et d'agir. Aujourd'hui, nous débattrons du nucléaire et de la loi du silence. Paradoxalement, le lobby nucléaire se gargarise du mot « transparence ». Il existe un haut comité à la transparence. Une loi transparence et sécurité nucléaire a été votée en 2006. Les exploitants du nucléaire nous pondent des rapports annuels transparence et sécurité. En fait, on constate surtout qu'on nous cache tout. Voir ce qui s'est passé à Marcoule tout récemment, je crois que Christine reviendra sur le sujet. Pour animer cette émission aujourd'hui du collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, Christine. Bonjour. Et Étienne. Bonjour. Bon, Isabelle, puisque personne ne veut parler de moi. Et avec Isabelle. Et Sidi à la technique. Pour parler aujourd'hui du sujet qui nous intéresse, un invité qui, de par sa longue expérience de militant antinucléaire et de porte-parole de la lutte antinucléaire auprès des médias, a l'habitude de décrypter les discours opaques du lobby nucléaire. Avec nous donc Stéphane Lhomme, président de l'Observatoire du nucléaire. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais peut-être qu'on commence par un de tes faits de guerre, faits d'armes, sur un plateau de télévision avec Madame Lauvergeon. Tu peux nous raconter ça ? Oui, ça remonte à quelques années. Donc j'avais mis la main sur un document, un fameux document depuis, un document confidentiel défense issu d'EDF, qui reconnaissait que le réacteur EPR, le tout nouveau réacteur, enfin, tel qu'il était présenté à l'époque, français, eh bien, ce document reconnaissait que ce réacteur n'était pas conçu pour résister à un crash d'avion de ligne, type Boeing ou Airbus, et ce qui remettait en cause le discours officiel d'EDF, d'Areva, du gouvernement français. Et donc, effectivement, j'avais brandi ce document à la télévision sur le plateau de, comment ça s'appelait, France Europe Express à l'époque. Avec Christine Ockrent. Christine Ockrent, effectivement. Et je l'avais brandi en disant, j'ai ici un document confidentiel défense qui reconnaît que, etc., etc. Et personne n'avait daigné réagir, considérant certainement que je déblatérais. Oui. Voilà, mais pas de réaction de la part de Madame Lauvergeon. Non, vous l'avez dit, mais non, notre réacteur résiste à tout, et puis elle était passée à autre chose tout de suite, et donc finalement, c'était un peu tombé à l'eau, on va dire, quelque part. En fait, voilà, mais ça avait rebondi plus tard. Ça t'a quand même valu, il me semble, un petit séjour en garde à vue, non ? Oui, effectivement, parce que contrairement à ce que je pensais sur le moment, il y avait bien des gens qui avaient été intéressés par cette affaire. En particulier, c'était la DST, aujourd'hui DCRI, donc la police politique française, qui avait tout de suite noté que donc il y a un service spécialisé sur ces questions qui s'appelle donc c'est le service qui lutte contre la compromission du secret de la défense nationale, et donc des gens spécialisés justement sur les documents confidentiels, documents secret défense et autres. Et donc ils ont immédiatement commencé à enquêter pour savoir comment j'avais pu obtenir ce document. Et puis ça a mis du temps, hein, parce qu'ils ont beaucoup cherché, en particulier dans EDF.
Et finalement, ils ont fini par débarquer un jour chez moi à 8 heures du matin. Ils sont rentrés en force, garde à vue, arrestation, fouille, perquisition, et voilà. Et puis il y a eu une deuxième mi-temps après 2 ans plus tard. Vous voyez, donc ce sont des enquêtes au long cours. Ces gens-là ne sont pas très pressés, mais ils font leur chemin, ils tracent leur sillon. Bien. Bon, alors cette histoire de secret défense, on en a... c'est permanent par rapport au nucléaire. En particulier, le rapport Roussely, qui a été classé secret défense. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le rapport Roussely et pourquoi, à ton avis, ça a été classé secret défense? Eh bien, donc depuis quelques années, l'industrie nucléaire française va très mal. Hein. Nous, on le savait déjà, d'abord parce qu'ils ont des produits de très mauvaise qualité, des réacteurs nucléaires qui marchent très mal, comme tout réacteur nucléaire digne de ce nom, et en particulier le fameux nouveau. Alors ça fait tellement longtemps qu'il est nouveau, ce réacteur nucléaire. Celui il a qui été imitait conçu au début des années 90, donc il est nouveau, mais il a déjà plus de 20 ans et il n'est toujours pas rentré en service. Et on espère qu'il ne sera jamais mis en service. On va voir peut-être si ça va être possible. Mais donc même cette sorte de nouveau réacteur est tellement mauvais qu'aucun pays n'a voulu en acheter, enfin quasiment pas. On a vendu un à perte à la Finlande, un à la France quand même. On a réussi à se vendre nous-mêmes un réacteur. Miracle. Et puis les Chinois en ont pris 2 qui seraient en construction actuellement, mais on a très peu d'informations. Mais par exemple, ça a été très, très médiatisé l'an dernier. Donc la Corée du Sud a piqué un marché à Abu Dhabi où le réacteur français donc a été recalé, il a été jugé très mauvais. Et donc à ce moment-là, la présidence de la République a dit donc quand même c'est embêtant, on pensait qu'on était les champions du monde du nucléaire, des choses ne vont pas, il y a des rivalités entre EDF et Areva, il y a des mauvais réacteurs. Voyons ce qui se passe. Et donc ils ont confié une mission à M. Roussely, qui était un ancien PDG d'EDF, pour aller justement expertiser toute cette industrie nucléaire française et faire des propositions. Et donc un rapport a été transmis donc au président de la République, M. Sarkozy, le pro-nucléaire, en mai 2010. Et donc la quasi-totalité de ce rapport est classifiée confidentiel défense, secret défense, et donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans, et évidemment ça veut dire qu'il y avait des choses croustillantes, autrement évidemment il n'aurait pas été classé. Effectivement. Alors, il y a des choses croustillantes, enfin, sans vouloir nous mettre en danger, mais est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être, ces choses croustillantes? On peut supposer. Moi, j'ai malheureusement pas eu accès à ce document secret. Donc, si des gens veulent bien m'envoyer des rapports secrets, je suis preneur. Hein. Donc, vous pouvez envoyer ça au cinéma Utopia à Bordeaux, qui se chargera de me faire passer le document. Et donc, on peut supposer que M. Roussely, donc en interne, à l'intérieur du lobby nucléaire, et donc c'est pour ça que ça a été classé secret défense, a mis les pieds dans le plat. Il a dû dire, ben voilà. Tout va mal, notre réacteur EPR, on n'arrête pas de dire qu'il est bon, mais il est nul, il est déjà dépassé. EDF et Areva se tirent dans les pattes. Les investissements gigantesques qui ont été faits par EDF et Areva aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour construire des réacteurs qui finalement ne vont jamais voir le jour. Il y a quand même des usines qui sont en construction, que la France construit dans ces pays pour construire des réacteurs qui ne verront jamais le jour. Voilà, c'est des erreurs gigantesques. Alors évidemment, peut-être que l'industrie nucléaire, pour se remettre en état de marche, avait besoin d'écrire ça noir sur blanc pour elle-même, mais certainement pas pour le faire savoir à l'ensemble de la population. Et donc, voilà, très certainement les raisons pour lesquelles ce rapport est classé. Il y a peut-être aussi quelques autres informations inquiétantes, mais ça on n'en sait rien.
Voilà, oui. En fait, je pensais aussi aux infos inquiétantes, c'est-à-dire que cette fameuse loi du silence, elle est là aussi pour minimiser en permanence les dangers qu'on fait courir aux gens. Et je voulais que tu reviennes, comme tu es de la région là-bas, que tu reviennes peut-être sur ce qui s'est passé à la centrale du Blayais en 1999, où l'ASN, en fait, s'est contenté de classer au niveau 2 de l'échelle des incidents, mais en tant qu'incident, pas en tant qu'accident, et en précisant, je cite, qu'à aucun moment la situation n'a été menaçante. Donc, est-ce que, ça, c'est pas de la langue de bois, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais est-ce que tu peux, toi, nous raconter ce qui s'est vraiment passé au Blayais en 1999 ? Oui, tout à fait. Donc il faut savoir que la centrale nucléaire du Blayais est située au bord de l'estuaire de la Gironde, donc qui est un estuaire absolument gigantesque qui fait plusieurs kilomètres de large. Hein. Et donc en décembre 99, il y a eu la fameuse tempête qui a frappé la France. Et donc il s'est produit un phénomène météorologique et les vents en particulier étaient dans le sens de l'entrée vers l'estuaire, et donc en fait il y a un phénomène marin qui s'est produit aussi, une sorte de renflement de l'eau qui s'est accumulée à l'entrée de l'estuaire et qui tout d'un coup, poussé par le vent, a pénétré massivement et a remonté l'estuaire dans le mauvais sens. Ah, zut. Et donc voilà, toute cette eau est arrivée jusqu'à la digue et n'a absolument pas tenu compte des calculs des ingénieurs d'EDF qui avaient prévu que l'eau ne pouvait pas passer par-dessus la digue, justement. Oui, ça nous rappelle quelque chose. Hein, oui. Voilà, et donc la nature n'a absolument pas respecté les injonctions officielles d'EDF et l'eau est rentrée dans la centrale. Les moteurs de secours qui étaient en sous-sol et dans des bâtiments absolument pas isolés des inondations, donc ont été complètement inondés. 3 lignes d'évacuation de l'électricité sur 4 ont été abattues par la tempête. Et donc, on sait très bien que, comme ça s'est d'ailleurs produit à Fukushima, lorsqu'un incident se produit, ou un accident, ou quelque chose d'imprévu, on peut arrêter tout de suite un réacteur, on appuie sur le gros bouton rouge, tout s'arrête, mais il y a une production de chaleur qu'on appelle la chaleur résiduelle qui continue pendant longtemps, puisque la réaction nucléaire, elle, même si on a tout déconnecté, elle continue, et donc il faut absolument continuer à refroidir les cœurs des réacteurs pendant assez longtemps. Et donc on sait qu'à Fukushima, ça n'a pas été possible. Eh bien, 12 ans plus tôt, en 99 au Blayais, on est passé très près de Fukushima à 12 ans à l'avance, puisque donc pendant un certain temps, il y avait de très grosses difficultés pour évacuer cette chaleur résiduelle et les moteurs de secours étaient mis hors service. 2 ont pu redémarrer, on ne saura jamais vraiment exactement ce qui s'est passé précisément, on nous raconte pas évidemment exactement la vérité, mais en tout cas on est passé très 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 près de la fusion des cœurs, on est passé très près de Fukushima, 12 ans à l'avance. Et effectivement, cet événement a été classé au niveau 2 comme incident nucléaire, ce qui finalement illustre le ridicule de cette échelle des événements nucléaires, puisque effectivement il n'y a pas eu de fusion du cœur, donc on peut dire, regardez, finalement c'était pas si grave. Et on pourrait illustrer ça, faire une comparaison avec quelqu'un qui roule sur une route de montagne et qui à un moment donné se retrouve avec une roue et demie dans le vide au-dessus du ravin et qui réussit à revenir sur la route. Et donc la personne descend de sa voiture, fait le tour et s'aperçoit que la voiture est intacte. Et voilà, donc léger incident, alors que la personne a frôlé la mort. Et donc, on est à peu près dans ce genre de situation. On se retrouve avec un petit incident de niveau 2, alors qu'on a frôlé le désastre. Voilà, donc, mais une fois de plus, comme tout s'est terminé à peu près correctement, on nous a dit, vous voyez bien que la sûreté est merveilleuse. Vous vous inquiétez pour rien quand même. Exactement. Vous, anti-nucléaire, Khmer vert. Ça me fait plus penser à l'histoire du type qui saute du gratte-ciel pour se suicider, puis qu'à chaque étage, il dit, bon, jusque-là, tout va bien.
Bah oui, pour le moment tout va bien. Enfin, il y a des endroits où ça va très mal quand même, hein, donc autour de Fukushima. Donc on peut rappeler quand même que tous les jours il y a des milliers d'enfants qui vont à l'école avec des dosimètres. Donc c'est ces petits matériaux qui permet en général aux travailleurs du nucléaire de savoir quelle quantité de radioactivité ils reçoivent quand ils travaillent dans les centrales. Et bien là maintenant ce sont des milliers ou des dizaines de milliers d'enfants qui ont des dosimètres qui ne les protègent absolument pas, mais qui permettent de savoir quelle irradiation ils ont reçue chaque jour. Ça leur permet peut-être d'estimer à leurs parents à quel âge ils auront des cancers. Oui, alors pour faire le lien avec Fukushima, alors bon, entre Tchernobyl, le 12 mai 1986, quelques jours après le début de la catastrophe de Tchernobyl, Libération titrait Le mensonge radioactif. Hein, c'est le fameux nuage qui s'était arrêté à la frontière, qui n'avait pas touché la France. Bon, on reparlera de l'histoire du professeur Pellerin tout à l'heure. Donc on a eu de cesse en France que de minimiser la liste des morts, la liste des victimes de cette catastrophe. Est-ce que 25 ans après, tu trouves que la communication qui est faite autour de Fukushima, elle a évolué, ou est-ce qu'on est toujours dans cette espèce de blackout à la fois au Japon et puis ici aussi? Disons que les choses ont changé parce que par rapport à 86, il y a Internet maintenant, donc il y a quand même énormément d'informations qui circulent, et puis le monde entier a vu à la télévision ces images de réacteurs nucléaires qui explosent. Alors c'était pas les cuves des réacteurs, mais c'était quand même très très impressionnant. Et ça a permis aux gens de visualiser, on va dire, quelque part le danger, le véritable risque nucléaire, et puis le fait que finalement les pays dits de haute technologie comme les États-Unis, la France ou le Japon, eh bien, n'étaient pas plus sûrs sur la question du nucléaire que l'URSS, puisque nous avait tellement dit que Tchernobyl, c'était pas la faute du nucléaire, c'était la faute des soviétiques. Mais là, au Japon, il n'y a pas de soviétiques, ou du moins, c'est pas eux qui s'occupent des centrales. C'est la faute du tsunami. Pardon ? C'est la faute du tsunami au Japon. Et oui, alors c'est aussi la faute du tsunami, mais voilà, et ça prend plus, et de toute évidence, l'opinion publique est quand même a très bien compris que la sûreté nucléaire n'existait pas, mais quand même, effectivement, les vieux réflexes sont de mise, c'est-à-dire que l'industrie nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les gouvernements font quand même tout ce qu'ils peuvent pour essayer de masquer les conséquences dramatiques de cette catastrophe, c'est-à-dire les contaminations de la population, de centaines de milliers de personnes, et les conséquences qui vont avoir lieu. Alors c'est vrai que c'est un domaine sur lequel il est assez facile finalement de mentir, puisque les gens qui sont contaminés vont développer des cancers ou mourir dans 5, 8, 10, 12, 15 ans. Donc c'est pas comme si on avait des charniers sous les yeux avec des dizaines de milliers de personnes décédées tout de suite. Je dis pas que c'est ce qu'il faudrait, mais en tout cas ça permet aux gens qui font la promotion du nucléaire de prétendre qu'il n'y a pas eu de mort à cause de Fukushima. Alors que des morts, il va y en avoir des dizaines, des centaines de milliers, peut-être des millions. Oui, comme on continue à nier le nombre de morts à Tchernobyl. Enfin, c'est la même démarche. Bon, et puis pour finir sur l'exception française, le 15 mars, Nicolas Sarkozy a quand même reconnu qu'à Fukushima, les événements, hein, on parle évidemment pas de catastrophe, on parle d'événements. Ces événements étaient très graves, très graves. Alors, comment expliquer cet entêtement franco-français à poursuivre le nucléaire tout en reconnaissant quand même que c'est grave chez les autres, mais pas chez nous. Tout simplement, on a une industrie nucléaire d'État qui a tellement investi dans le nucléaire, tant sur le plan financier, industriel que idéologique, qu'il est impossible pour ces gens-là de se présenter devant l'opinion publique en disant, écoutez,
Voilà, on s'est lourdement, très très lourdement trompé. On a fait fausse route depuis 40 ans. On n'aurait jamais dû construire tous ces réacteurs. On n'aurait jamais dû prétendre qu'on était très fort et que tout ça était merveilleux. Donc nous sommes nuls. Et donc voilà, donc l'option qu'ils ont choisie, c'est la fuite en avant, c'est-à-dire eh bien, ces gens-là ne manquent pas quand même de toupet, puisque ils se saisissent des catastrophes pour dire, écoutez, grâce à cette catastrophe, nous allons faire des progrès sur la sûreté, nous allons en tirer beaucoup d'enseignements, et grâce à ça, finalement, les réacteurs nucléaires seront encore plus sûrs. Oui, c'est ça, donc, c'est finalement, comment... on voit qu'ils peuvent, au moins dans leurs éléments de langage, comme on dit de nos jours, ils peuvent arriver à faire d'une catastrophe nucléaire un élément favorable à l'industrie nucléaire. Donc c'est leur façon de ne pas baisser, de pas reconnaître leur tort, mais est-ce que ça trompe vraiment l'opinion publique? Non, mais le problème c'est que comme ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir, ben, ils continuent. Voilà, et ils ont les médias officiels avec eux aussi. Donc malheureusement. Bon, Stéphane, merci d'avoir pris ton temps pour venir parler à Radio Galère. Avec plaisir. Merci beaucoup. À Merci, bientôt, Stéphane. Stéphane. Au revoir. Au revoir. Bien. Je voulais juste rajouter un petit commentaire par rapport au tsunami et à ce qui s'est passé à Fukushima. Je pense que les médias étaient avides d'images en matière de tsunami, exactement comme ils l'ont été sur le tsunami en Indonésie quelques années auparavant. Et en fait, le pouvoir n'a pas pu contrôler effectivement toutes les images. S'il avait anticipé la catastrophe de Fukushima, il aurait pu contrôler les images. Mais là, en fait, tout le monde, tous les journalistes, tout le monde s'est précipité pour avoir des images du tremblement de terre, des images de la catastrophe, parce que, bon, bien sûr, c'est ce que les gens veulent voir. Et en même temps, il s'est trouvé qu'il y a eu des images des centrales nucléaires, parce qu'il y en a quand même pas mal au Japon. Et effectivement, il y a eu tout de suite sur le fait, sur les heures qui ont suivi l'inondation de la centrale, des images qui sont arrivées sur le monde entier. Donc, ils n'ont pas pu contrôler ces images-là. Et effectivement, eux, cette fois-ci, ont été mis devant le fait accompli. Donc je pense que c'est une des parts de la maîtrise des images qui n'a pas été contrôlée par le pouvoir, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça dure. Voilà, et on a un véritable témoignage. Je pense aussi que le fait qu'Internet existe soit, Bien sûr, soit aussi très Ceci important. dit, ils n'ont pas contrôlé les images, mais ils ont quand même contrôlé le discours. Voilà, après, ils ont essayé comme toujours, ils arrivent derrière et ils font régner la loi du silence, effectivement, au Japon. Et là, on va en parler tout à l'heure. Et comme je disais bien aussi, Stéphane, en fait, il récupère ça pour en faire un retour d'expérience, on va faire des progrès. Enfin, retour Moi, d'expérience. j'avais entendu sur le journal d'Antenne 2, la fille expliquait que l'explosion du réacteur était quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait prévu, que dans ces cas comme ça, ils faisaient sauter le réacteur pour l'aérer. Enfin, des trucs... Ils ouvraient les fenêtres. Bon, dans la série des aberrations, Étienne, tu vas nous faire ta petite chronique sur... Eh oui, aujourd'hui j'aimerais bien revenir sur le non-lieu prononcé en cour d'appel à Paris le 7 septembre contre l'accusation du professeur Pellerin de tromperie afin de minimiser l'impact du passage du nuage de Tchernobyl en France en avril 86, ce dont on parlait tout à l'heure. Sur le site de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, on sable le champagne. Justice est enfin rendue. Je cite, la Cour d'appel de Paris vient de balayer avec éclat toutes les accusations, insinuations, rumeurs et malveillances portées à l'encontre de Pierre Pellerin depuis ce mois de mai 1986, le délivrant ainsi de l'opprobre illégitime qu'il endure depuis 25 ans. Et ce jugement désavoue du même coup les calomnieurs patentés qui n'ont pas hésité au cours de ces années à jeter aux orties pour le besoin de leur cause militante l'honneur d'un homme. Et voilà, reprenez tous en cœur, les méchants, c'est encore nous autres, les antinucléaires. Quand je pense que ce Pellerin a fait des procès à tout va pour diffamation, enfin bon. Les calomnieurs patentés, tortionnaires sans scrupules de ces pauvres innocents qui consacrent leur vie au bien de l'humanité. Pauvres papis qu'on a voulu recouvrir d'infamie alors qu'il n'était qu'un saint homme. Ils nous font carrément un remake de Jésus-Christ dans le Sanhédrin. Le mec, il a un CV de 2 km de long et en plus la caution télévisuelle de spécialistes du sujet. Il n'avait pas encore sous la main Claude Allègre ou Luc Ferry.
Alors ils ont pris Pellerin. François de Closet était encore en service à l'époque. C'est un sacré cador, le Pellerin. Je n'invente rien. Allez voir sur Wikipédia. S'il avait eu des médailles pour tous ses titres, on le prendrait pour Bocassa avec son plastron plein de brillants. Bref, la télé française, sans doute blindée de thunes à l'époque, s'est payé Superman en personne pour nous assurer qu'on pouvait dormir tranquille. Tout est sous contrôle. Ça, on n'en doute pas. 3 jours après l'explosion de la centrale, il affirme tranquillement que cela ne menace personne, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine et encore. J'adore le « et encore ». C'est vrai. Reste encore à prouver que les 25 000 liquidateurs du site soient bien morts d'irradiation. Si ça se trouve, on les a enfouis sous terre dans des cercueils plombés pour des prunes. Si ça se trouve, ils avaient bouffé des moules pas fraîches, va savoir. Le professeur Pellerin n'a jamais dit que le nuage s'était arrêté à la frontière, nous dit le SFEN. Oui, mais il n'a jamais démenti cet invraisemblable météo de France 2 qui nous expliquait alors que toutes les particules allaient droit sur la Suède grâce à un anticyclone russe qui gentiment poussait tout ça loin de la France. Attendez, je vérifie la liste de ses titres. Ah oui, il est aussi membre du Conseil national de la météorologie. Et il ne savait même pas que le nuage contaminait le reste de l'Europe. Sur le fameux JT de l'époque, que l'on trouve facilement sur YouTube, je n'invente rien. Il lit le papier qu'on lui a dit de lire, à savoir que même les Scandinaves n'ont absolument rien à craindre. Le plus à craindre, c'est le catastrophisme. Ben voilà, tiens, nous y revoilà. Ce n'est sûrement pas lui non plus qui a importé à bon prix toutes les denrées agricoles que les autres pays ne voulaient plus consommer. Mais là, on ne l'a pas entendu beaucoup, monsieur le membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et expert consultant de l'Organisation mondiale de la santé. Ou plutôt, si, on l'a entendu carrément ne préconiser aucune mesure de protection, même pas celle de laver la salade avant de la servir. Je n'invente rien. De toute façon, le procès conclut sur le fait hallucinant que la catastrophe de Tchernobyl n'a pas eu la moindre conséquence sur la santé des populations. Point barre. Les cancers de la thyroïde ? Rien à voir. Circuler. Nous aurions subi, selon certaines sources, une radioactivité correspondant à un séjour de quelques semaines en montagne. Dixit. Mais alors c'est génial. Finalement, le nucléaire, c'est bon pour la santé. Moi qui ai de l'asthme, je vais me faire prescrire une cure à Fukushima. Vos enfants sont pas l'eau. Optez pour un camp de vacances à La Hague. Vous aurez à la fois les bienfaits de la mer et de la montagne. Pourquoi donc ces idiots de Russes ont-ils évacué 400 000 personnes, dépensé plus de 25 milliards de dollars entre 1986 et 1991 à la réparation des dommages causés par ce séjour en montagne de quelques semaines? Putain, si je savais que c'était aussi dangereux, la montagne. On évalue aujourd'hui le nombre de morts entre 50 et 1 million quand même. Oui, c'est encore mieux que les décomptes marseillais des manifestants entre organisateurs et policiers. 50 morts pour l'Organisation mondiale de la santé, 1 million selon le rapport établi en 2010 par le New York Academy of Science. Comment savoir? Est-ce vraiment la question? 50 morts seraient-ils même acceptables? 500? 5000? Toujours cette arithmétique cynique. Monsieur Pellerin, avec tous vos diplômes, pouvez-vous jurer en votre âme et conscience que la fission nucléaire est sans aucun danger? Alors quoi? Tchernobyl, ce n'était pas si grave? Bon sang, il faut attendre que la moitié de l'Europe devienne un enfer pendant des millénaires? Faut-il attendre une hécatombe indéniable pour que vous laissiez un peu de côté votre ego et que vous reconnaissiez, vous autres, les spécialistes, que malheureusement ce risque existe bel et bien? Je vais conclure avec un extrait du discours de Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies à New York en avril de l'an 2000. J'ouvre les guillemets. Tchernobyl est un mot que nous aimerions tous effacer de notre mémoire. Pourtant, il y a 2 convaincantes raisons pour lesquelles cette tragédie ne doit pas être oubliée. Tout d'abord, si nous oublions Tchernobyl, nous augmentons le risque de plus de catastrophes technologiques et environnementales dans le futur. Deuxièmement, plus de 7 millions de nos compatriotes êtres humains n'ont pas le luxe de l'oublier. Ils souffrent encore. En effet, l'héritage de Tchernobyl sera avec nous,
avec nos descendants pour les générations à venir. Merci Étienne. Merci Étienne. Christine, tu as une minute. Une minute vite fait pour l'actu. Pour te parler de Fukushima, de Alors, Barcool. bon, allez, on va essayer de faire vite. Alors donc Fukushima, rien n'est réglé bien sûr. On a des nouvelles infos qui sont rares mais partielles. Donc en mer, on a mesuré 4 à 20 fois plus de radioactivité qu'à l'habituel. L'habituel, on ne sait pas quelle est la mesure. Sur Terre, on a découvert des isotopes radioactifs de plutonium en dehors de la centrale. Et concernant l'information de la population, qui est toujours maintenue dans l'ignorance complète, disons, durant le premier mois qui a suivi la catastrophe, on distille petit à petit des consignes. Donc ce qu'on sait, c'est que 40 000 dosimètres sont bloqués à l'aéroport par décision politique. Donc on prive le droit des Japonais de savoir et de connaître la véritable radioactivité dans laquelle ils vivent. Comme pour Tchernobyl, ce sont les médecins qu'on essaye de faire taire. Ils n'ont plus le droit de parler ou ils n'osent plus. Donc certains pédiatres tentent d'informer la population hors des circuits officiels. Il n'y aura donc pas d'études épidémiologiques reconnues qui pourraient impliquer la responsabilité des autorités nucléaires par la suite et démontrer, s'il le fallait encore, la dangerosité de cette technologie. En effet, on pourrait se demander pourquoi les autorités japonaises comme soviétiques auparavant refusent de reconnaître les effets des contaminations radionucléides sur leur propre population. D'abord, elles ne considèrent plus la vie de leur peuple comme primordiale. La non-assistance à personne en danger est devenue la norme. Ensuite, elles ont besoin de cette technologie pour imposer non seulement un rythme croissant de la production et de la consommation, mais surtout d'organiser la surveillance et les contraintes qui l'accompagnent. Voilà, alors peut-être j'ai plus beaucoup de temps pour finir, donc on vous parlera de Marcool et d'autres choses la semaine prochaine. On va donner des rendez-vous pour le programme vite fait. Voilà. Oui, vite fait. Demain, mercredi 12, au Théâtre No, qui est un endroit qui est pour le moment entre guillemets occupé par certaines personnes. À 14, c'est 14 rue Ferdinand Ray, dans le 6e, à Marseille. Donc à 15h, projection du film Into Eternity, suivi d'un débat avec le collectif antinucléaire 13. Nous aurons un stand aussi. Vous pouvez venir nous rencontrer demain, donc mercredi 12 à 14h, au Théâtre No, 14 rue Ferdinand Ray. Et puis ce week-end à Avignon, donc les 14, 15 et 16 octobre, un camp pour imaginer un monde sans nucléaire. Venez nombreux, vous pouvez avoir tout le programme sur leur blog http://avignonmonamour.wordpress.com. Et notre prochaine émission sera donc le mardi 25 octobre à 14h. Merci à tout le monde. Merci Radio Galère. Merci Radio Galère. Merci Sidi.